commencer notre entretien avec Valentine et José. Donc, José Caltagirone et Valentine Milleville. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, ça marche? Oui. Ok. Parfait. Donc, Valentine, est-ce que tu peux un peu te présenter? Tu as travaillé sur La Menthe, Le Bureau des légendes, la saison 5, et Guyane, saison 2, c'est ça? Oui, entre autres. Moi, j'ai fait le CEA, donc le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, avec José. On était dans la même promo. C'était en 2009, voilà. Et depuis, je bosse et pour le cinéma et la télé. Et on a pas mal créé aussi de séries ensemble. Enfin, on est un binôme sur beaucoup de projets. Et on fait des choses aussi chacun de notre côté. Mais là, ça fait un petit moment qu'on est sur la maison et qu'on travaille tous les deux. Voilà. Super. Et donc, José, tu as travaillé sur Les Combattantes et Osmosis saison 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai aussi co-créé avec Nils Raoult une série qui s'appelle Fierté, qui était passée sur Arte. Et on a fait avec Valentine Speakerine sur France 2 il y a quelques années. Crime Time aussi, qui était un format court de Studio Plus à l'époque, qui est passé sur Canal après en format plus long. Voilà. Donc nous, on a choisi de vous inviter pour nous parler de la maison parce que vous avez eu aussi un rôle hyper particulier, c'est que vous étiez showrunner, donc vraiment véritablement directeur artistique à la tête de tous les choix pour la série. Donc on va évidemment parler d'écriture, mais on abordera aussi ces questions à la fin. Donc est-ce que vous pouvez d'abord nous retracer un peu la jeunesse du projet, comment ça a commencé cette aventure pour vous, comment vous êtes arrivé sur la maison? Du coup, la maison, c'est un projet qui est très très ancien. C'est une idée de producteur à la base, une envie de producteur d'Alex Berger, qui voulait depuis très longtemps, 2011 ou 13, je crois, faire une série qui se passe dans le milieu du luxe et de la haute couture parisienne. Donc il a fait développer ce thème par plusieurs équipes d'auteurs à travers les années maintenant. Et puis, pour diverses raisons, le projet n'a jamais abouti, il est reparti dans des tiroirs. Et moi, je suis arrivé chez Top, donc la société de production, sur un développement de projet. Valentine est arrivée sur le Bureau des légendes. Donc on a rencontré Alex comme ça. Et il nous a parlé de ce projet qu'il avait envie de ressusciter. Et donc on a, nous, voilà, fait le choix de ne pas lire forcément tout ce qui avait été fait avant. Et on a un peu tout pété les murs de la maison. Et puis on a reconstruit et on a proposé quelque chose qu'on a finalement réussi à aller vendre. Et du coup, quand c'est un peu une commande, entre guillemets, en tout cas, c'est pas un projet perso, c'est de temps en temps pas évident d'écrire une série qui vient pas en fait de nous et de le rendre personnel et intime. Du coup, avec cette série, comment est-ce que vous avez réussi à vous l'approprier et en fait, qu'est-ce que vous avez voulu raconter au fond avec cette histoire? C'est vrai qu'on n'était pas des spécialistes du monde du luxe et de la mode avant d'écrire la maison. Donc déjà, on s'est abonné à 15 000 comptes Instagram de maisons de couture. On a commencé à suivre tous les influenceurs, à se documenter sur ce sujet. Et on s'est rendu compte que ça touchait à énormément de sujets en fait, qui nous intéressaient vachement, à savoir aussi bien l'écologie que comment commencer d'être un créateur dans une industrie qui nous concerne tous un peu ici, je pense. Aussi bien aux grandes familles françaises, au côté grand capital 1%, qui était aussi un thème qu'on trouve assez peu exploité en France. Et donc, on trouvait ça intéressant de se concentrer sur ces familles qui dirigent le luxe, qui sont un peu des familles royales, quoi, finalement, qui sont vraiment à la tête de ces maisons. Donc, on a injecté dans cette arène qui était la mode, qui était le luxe, on a injecté des sujets de société ou qui nous touchaient particulièrement, et aussi la famille. Enfin, ça, c'est un peu un classique en série, mais nous, on avait vraiment envie de partir de cette trame-là et d'en faire notre série, quoi, que ça devienne aussi notre sujet et pas que une commande. Voilà, c'était un peu ça. Et puis, on avait une base, on va dire, avec des personnages, mais qu'on n'a pas forcément gardé.
créé la plupart des personnages, en fait, on les a créés nous. Enfin, du coup, on s'y attache forcément. Enfin, quand on arrive sur un projet, et pour peu que la commande du producteur ce soit, en fait, on s'en fout de ce qui existe, faites comme vous avez envie. Bon, du coup, on finit par créer quelque chose qui devient très personnel. Alors, on va commencer par parler du teaser. Donc, le teaser, c'est un bout de dentelle que l'on suit comme si c'était un personnage. Pourquoi ce choix? Comment vous avez construit ce teaser et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Vous avez eu plein d'autres teasers. On a eu d'autres teasers. Pour répondre dans l'ordre, on avait envie qu'il y ait une entrée dans la série parce que la mode, ça peut être un sujet assez a priori futile. Et nous, on avait envie que ça devienne un sujet vital, quoi. Donc, on voulait traiter ce trajet du morceau de dentelle comme un peu un organe qu'on va greffer. Et donc, vraiment avoir un peu le point de vue de la dentelle. C'est un peu Lord of War avec la balle qui traverse toutes les étapes. Mais là, c'est la dentelle qui parle de Bretagne et qui fait tout le trajet jusqu'à la maison et qui raconte aussi toutes nos thématiques, en fait, le côté la tradition versus la modernité, la maison de famille centenaire en Bretagne, Paris, le luxe, l'hôtel particulier, les petites mains, le savoir-faire. Enfin voilà, on voulait concentrer dans ce teaser nos thématiques de saison et installer aussi le personnage de la muse en la voyant passer devant son portrait, enfin par petites touches, tout cet univers dans un condensé. Et voilà, enfin, c'était un peu ça l'idée. Et après, on n'a pas fait tant de versions du pilote sur le début, mais on avait commencé au début par une autre version de teaser où on était Par dans le la cérémonie, ministère, ouais. la cérémonie que vous avez vue dans le ministère avec le discours, parce qu'il y avait tout ce discours de la ministre qui retraçait l'histoire des Ledus et ça nous permettait aussi de faire un petit résumé. Parce que ce qui était difficile, comme on est une série très chorale, c'était de placer aussi énormément d'infos dans ce pilote, et notamment les liens familiaux et le côté famille patrimoniale française, etc. Donc le discours, c'était un moyen de le faire, mais là, la dentelle, on trouvait que c'était à la fois visuel et synthétique, quoi, de tout le programme à venir. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et vous n'avez pas eu un retour, par exemple, d'une chaîne ou d'un producteur qui vous a dit mais t'es un mort? Non, étonnamment Non. non. Et d'ailleurs, on a été assez clair assez tôt, Pas de en leur flics. disant qu'il y aura ni flic ni enquête Ouais, c'était un peu notre dans la défi, saison. en Ouais. fait. On s'est dit, bon, il y a juste les mecs qui saisissent les pièces à la fin du pilote. C'est la brigade de répression des Voilà, fraudes, c'est pas c'est pareil. ça. Et non, et puis on a un peu une mort symbolique avec la démission. Enfin, finalement, on a quand même une question. Et puis il dit, je suis comme à mon propre enterrement, donc on a quand même une sorte d'échéance qui équivaut à une mort, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas de cadavre. Non, puis on nous a déjà fait le coup, comme à tout le monde. On sait que ça ne résout rien et que ça perd le récit. Donc vraiment là-dessus, à aucun moment. Et c'est ça aussi qui était bien, c'est que dès le départ, que ce soit nous, la production ou Apple, on était quand même tous raccords sur le fait de faire la même série, quoi. Pardon, pour revenir toujours au teaser, souvent, il y a beaucoup de chaînes qui nous demandent un teaser qui envoie, qui soit hyper stressant, qui soit tendu. Or, votre teaser, il parle surtout du temps qu'il faut pour faire ce petit bout de tissu, etc. C'est pas du tout, on va dire, la politique de Netflix, hein, pour ne pas les nommer. Comment vous avez réussi à convaincre Apple de faire ce teaser-là? On n'a pas eu trop de problèmes sur Non, ce ils étaient teaser assez parce fans. que ils aimaient bien l'idée, comme ils avaient aussi cette obsession de montrer le savoir-faire à la française, le côté prestige, le côté behind the door. On rentre voilà, derrière les portes fermées d'un hôtel particulier et tout. Ils trouvaient que même pour un public je sais pas, américain, il y a aussi un fantasme de découvrir ce que c'est que les maisons de couture françaises. Donc ça leur plaisait. Et non, ça n'a pas été, je crois pas que ça a été compliqué. Puis comme notre autre thématique, c'est quand même ce côté, le temps long des maisons de couture, de la famille, du mythe, et le temps des 17 secondes d'une vidéo qui détruit tout ça. C'était assez. Enfin, ça marchait bien ce début en lenteur et après la boulette qui fait tout tomber, quoi. Voilà, c'est le tribunal d'internet très rapide versus le temps d'une maison qui joue toujours sur l'histoire, le patrimoine. Enfin, ils sont tous là-dessus, les maisons de Puis luxe. à partir du moment où au ministère, on le voit exploser et on comprend que ça a été filmé, etc., quelque part, on attend le moment où il va y avoir la conséquence de ça. Donc
mais personne n'a jamais été dans une demande absolue d'efficacité dès les premières secondes. On a eu pas mal de chance là-dessus. Alors, vous êtes partie de la famille Ledu en créant la série, mais comment vous avez créé cette famille et les personnages qui gravitent autour? C'est peut-être votre centre de gravité ou pas? On s'est inspiré pas mal de. Enfin, le défi qu'on avait, parce que vous avez dû voir qu'il y avait beaucoup de séries mode cette année, notamment, c'était surtout des biopics. Donc, nous, on faisait une maison fictive, donc il fallait qu'on crée des personnages de DA et de créateurs qui ne soient pas des sous Lagerfeld ou Saint-Laurent ou des. Voilà, donc notre défi, ça a été vraiment de créer cette maison Le Du, un peu justement ce qu'on disait avant, sa mythologie, son socle, quelles étaient les pièces phares, qui était Vincent Leduc, quel était aussi toute son. Parce que les DA, ils ont tous leurs objets fétiches, leurs obsessions. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et en s'inspirant de maisons existantes, en mélangeant un peu du Hermès, du Chanel, du Alaya et en créant l'identité de cette maison et son patrimoine, quoi. Voilà. Et c'est parti de là pas mal, j'ai l'impression. Ouais, puis on a essayé d'imaginer cette famille et de remonter aussi loin que possible. Enfin, quand on raconte que la maison est centenaire, nous, il a fallu qu'on intègre et qu'on ingère aussi cette histoire pour pouvoir en parler de manière fluide et on espère compréhensible. Mais c'est vrai que voilà, on s'est vraiment fait le récit de comment la maison était née, veuves bretonnes qui commençaient à faire la dentelle, enfin les Il y a grands-parents, un la arbre dentellerie. généalogique. On avait un arbre généalogique dans la room avec la date de naissance de tout le monde, les dates de mariage, les grands événements de la famille, une chronologie qu'on a accessible encore et dont Sur on se sert, 150 ans. voilà, qu'on a C'était un encore truc. aujourd'hui, quoi. Qui est né quand, qui a épousé qui, quoi. Enfin, et, hum, et après, de puiser dans les backgrounds de chacun pour caractériser tout ça. Et mais dans cette famille-là, tous les personnages ont vraiment un rapport intime quand même à l'objet, en tout cas ce qu'ils vendent. Parce que par exemple, je me souviens dans le pilote, Vincent, il est en train avec non, elle est coréenne. Avec la coréenne, il est quand même fier en disant c'était la robe de mariée de ma mère. Donc évidemment, il est extrêmement vexé quand elle en a rien à foutre. Mais j'ai l'impression que chaque personnage a quand même un rapport intime par rapport au tissu, ils ont leur propre histoire. Ce qu'on a fait avec les pièces de couture c'était de les charger d'un. C'était un peu notre chance aussi, c'est que toutes les maisons de luxe, elles injectent du storytelling dans leurs pièces, quoi. Quand on va chez Hermès, on parlait tout à l'heure d'Hermès, le Birkin, c'est le sac de Jane Birkin où elle mettait ses biberons et donc il fallait telle taille et ça raconte un truc. Et nous, on s'est dit, voilà, chaque pièce, le sac perle, c'est l'histoire du personnage de la muse, la robe de mariée, c'est la mère. Donc à chaque fois, il y a des enjeux affectifs, émotionnels qui sont portés par les objets, parce que sinon c'est toute une intrigue sur un bouton en soi on s'en fout, mais si la robe c'est la robe qui incarne le fight entre les deux frères, et tout de suite ça la charge d'une importance dramaturgique et donc ça on s'en est beaucoup servi dans la série pour donner aussi au tissu un vrai fond, quoi. Et alors, il y a une intrus dans ces familles qui se fight, et c'est la pauvre Pearl, qui ne fait partie d'aucune famille et qui est un peu isolée, qui est l'ex-muse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur elle et son rôle? Pearl, c'est une incarnation aussi. Enfin, elle fait partie de la famille de la mode en fait. Elle fait elle est un peu intemporelle, un peu comme c'est un peu voilà, il y a le sac, il y a le foulard, il y a le parfum et il y a Pearl. Enfin, elle est là et enfin on a constaté que dans les gens nous ont dit dans beaucoup de maisons, il y a comme ça ces égéries qui ont été très importantes à un moment donné, mais qui n'ont pas réussi à transformer l'essai au-delà de ce qu'elles ont pu véhiculer à un moment, et qui sont donc restées là, à rien faire, à avoir un bureau mais pas de fonction. Et nous, ça nous semblait intéressant de raconter l'histoire d'une égérie coincée dans ce qu'elle a pu être, dans ce qu'elle a pu véhiculer, comme fantasme, et d'ailleurs, elle est aussi coincée dans son histoire avec Victor là-dessus. Enfin, tout est très passéiste, de toute façon, dans cette famille est très passéiste. Donc elle partage ça avec eux, et comment est-ce qu'elle pouvait s'en sortir et profiter de la chute de Vincent
elle, faire quelque chose de sa vie enfin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du point de vue que vous avez choisi? Parce que finalement, comme tu disais, il y a une grosse galerie de personnages à présenter dans ce pilote. Quel a été votre choix par rapport à cette entrée et comment vous avez choisi le point de vue des personnages? C'est, la question du point de vue, c'est assez, il y en a pas vraiment en fait. Enfin, et d'ailleurs une auteure nous avait fait la réflexion il y a pas longtemps. Enfin, c'est vrai que ça peut être déstabilisant, mais on a choisi de pas avoir 2 points de vue uniques. On voulait essayer d'aller jusqu'au bout de l'idée de la série chorale. Et on a encore une fois de la chance que, ni la prod, ni le diffuseur ne nous force à adopter un point de vue unique comme c'est souvent le cas. Tout ça pouvait marcher que si on avait une pluralité de points de vue. Sinon ça aurait eu beaucoup moins d'intérêt. Donc en fait, on s'est pas pris la tête avec le point de vue. On en a changé. On a fait des groupements de personnages, enfin un peu des storylines par trio ou par duo qui faisaient que voilà, on avait un peu la storyline Rovel avec le point de vue Rovel d'une façon ou d'une autre, les Paloma Yeji. Enfin voilà, on a des groupes qui font qu'on essaye quand même de resserrer et de pas avoir que des personnages point de vue. Sinon, c'est vrai qu'à la fin, on avait trop, mais il faut quand même tenir 10 épisodes, quoi. Bah, C'est c'est ça, long. c'est long. Donc c'était aussi, on s'est dit qu'il fallait, voilà, qu'il fallait qu'on nourrisse ça et qu'on ait une vraie galerie de personnages qu'on suivait tous dans leur intimité, quoi. Et d'autres qu'on fait monter même au fil de la saison, qui sont moins là au début, comme Marie et Yann, là, son mari, qui sont des personnages qui se développent Et que s'il y a dans le deuxième bloc. un point de vue qui est partagé par 3 personnages au début, que ce groupement de personnages puisse éclater à un moment donné dans la série, d'autres se regrouper. Pour nous, ça nous semblait ouais, indispensable pour avoir envie de regarder les 10. Quoi. Il y a aussi quelque chose de particulier, souvent dans les séries avec une arène qu'on ne connaît pas, on crée souvent un personnage qui n'y connaît rien et en fait qui est un peu notre porte d'entrée. Et vous n'avez pas du tout fait ce choix-là. Et en même temps, ça marche. Peut-être que c'est simple, hein, ils vendent des vêtements chers, mais bon. On a quand même un peu Quelque ça. part, elle y connaît rien au luxe, on va dire. Enfin, elle y connaît rien. Elle n'est pas née de la dernière pluie, elle travaille pas dans un café, elle veut faire de la mode. Mais en termes de proportion, elle a quand même une marque qui est très alternative et elle va devoir se frotter au code du luxe. Donc on a quand même pas totalement renoncé à ça, mais Oui, on a quand même ce motif de l'outsider qui va débarquer dans un monde qu'elle connaît peu et en effet découvrir les codes, mais on voulait pas. Enfin, on n'est pas passé par un truc, oui, de la fille qui sort d'école, enfin même pas d'école de mode, qui a rien à voir avec le sujet et qui débarque, parce que c'était pas ça notre, en effet, notre thématique. Mais il y a quand même, elle permet quand même des petits moments un peu. Nous, on appelait ça les moments le saviez-vous, quoi. C'est qu'est-ce que voilà, comment faire un sac, comment faire une robe de couture, enfin de varier, un parfum, enfin. Est-ce que ça vous a posé un problème à un moment donné dans l'écriture de ne parler que de personnages qui sont quand même assez riches, à part elle? On est quand même chez les 1%. Est-ce que vous avez eu du mal du coup à vous identifier ou vous dire comment est-ce que nous on allait pouvoir s'identifier ou trouver les enjeux personnels par rapport à eux qui bon, bah, sont pas de notre milieu quoi? Non, 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 en fait non. Enfin, c'est des gens comme tout le monde. Enfin, c'est en ça que c'était marrant. C'était bon, déjà en France, on n'a pas beaucoup l'occasion de raconter ces histoires-là parce qu'il faut que tout ce qu'on regarde à la télé nous ressemble absolument. Enfin, c'est l'obsession. Mais justement, de pouvoir s'amuser avec cette population-là et d'aller sur les mêmes enjeux universels. Voilà, tu es riche, mais tu es mal aimé par ta mère. Enfin, donc, ok, Comme Succession. Ouais, mais c'est les mêmes ressorts, en les mêmes effet. C'est est-ce ressorts. que papa va m'aimer à la fin, Succession? Bah voilà, nous c'est pareil. Enfin, on joue vraiment avec ça. Mais et puis c'est assez jouissif d'avoir des personnages aussi hors sol parce qu'il y a aussi un truc un peu de satire, quoi, qui enfin, qu'on manipule pas souvent en France. C'est vrai qu'on n'a pas, c'est rare de faire une série sur la classe dirigeante comme ça. Et donc on en a, enfin, au contraire, c'était assez jouissif, quoi. Puis on aime bien en fait aussi en tant que
petites gens, de regarder, de commenter la vie des puissants. C'est un truc qu'on fait depuis des siècles, en fait, de s'intéresser à la vie avant de nos monarques, voilà, et aux vies des vedettes, des stars. Enfin, je veux dire, on a une fascination pour les gens qui ne nous ressemblent pas. Parce qu'on aime quand ils souffrent comme nous, quand ils tombent comme nous. On est des milliards à regarder un mariage. Enfin, je veux dire. Et ouais, on cherche une espèce de lien comme ça avec des gens célestes. Comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est. Donc en termes d'empathie, ouais, non, Oui, ça n'a pas changé. Après, on a volontairement créé des gens assez détestables aussi au début. Enfin, c'était aussi. Mais l'idée, c'était d'arriver à leur trouver tous une faille mais ça, c'était assez cool pour le coup avec Apple parce qu'ils nous ont pas demandé de les rendre plus identifiables au début ou plus, enfin, identifiants ou plus sympathiques. On pouvait aller assez loin dans le côté. On a quand même un personnage raciste. Un personnage, enfin des personnages très snobs, etc. Et voilà, après l'idée c'était de creuser, d'arriver à leur trouver, pas forcément des excuses, mais en tout cas à les complexifier quoi, derrière cet aspect très repoussant peut-être, je sais pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé Apple? Parce que. Voilà. d'aller vite. D'aller vite. En fait, on avait fait des premières versions au début, nos textes étaient beaucoup plus comédie. On avait plus de personnages d'attachés de presse, un peu ce côté plus Loïc Prigent, très petit ton un peu bitchy de la mode, tout ça. Et en Gossip fait, Girl un peu. voilà, je pense que c'était plus jeune aussi, les personnages étaient plus jeunes, enfin, on était moins concentrés sur les aînés. Et en fait, ils avaient envie d'un truc un peu plus succession, un peu plus sérieux, un peu plus. Mais nous, on avait de toute façon déjà cette arène un peu business thriller derrière qui s'inspirait vraiment des OPA qui se passent dans les Et grandes ils maisons de nous ont luxe. demandé après d'être. Enfin, nous, on avait des premières versions où justement, quand on parlait tout à l'heure de toute la mythologie, comment faire comprendre tout ce qui s'est passé dans le passé, parce que c'est vrai que des fois, il y a des choses dont ils parlent, tu as envie de les voir. Et nous, on a On cédé avait fait des à cette flashbacks. tentation d'écrire des premières versions avec. En fait, c'était vraiment sur plusieurs temporalités. On avait Voilà, la storyline piquer mes questions sur la structure. Mais principale. On improvise. Et puis, on avait des flashbacks assez récurrents. Enfin, ça faisait vraiment partie du concept. Et ça, pour le coup, ça a été un no-go assez clair. Ils nous ont dit qu'il fallait les mériter, les flashbacks. Ouais. Donc, Donc, pour l'instant, on les avait pas on mérités. les avait pas mérités. Ils ne sont jamais revenus, du coup. Pour l'instant, non, on n'a toujours pas mérité. Donc on verra si on les mérite un jour ou pas. C'était le. Voilà. Bon, bah, du coup, on va parler de structure. Parlons structure. La maison, c'est feuilletonnant. C'est beaucoup d'épisodes. Donc, comment vous avez mis ça en place? Est-ce qu'il y a un truc ABC, fil rouge, fil comédie? Bon, attaché de presse, apparemment, il a sauté celui-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment ça fonctionne? On a structuré avec donc un fil rouge, en effet, qui est cette question de d'où vient la vidéo et de l'attaque de Diane Revel contre le clan Ledu, qui est un peu inspiré du takeover de LVMH sur Hermès ou ce genre de choses. Enfin, on a mélangé un peu plusieurs choses. Et donc ça nous structure toute la saison d'un point de vue. Enfin, c'est notre intrigue business thriller, on va dire quoi. Et après, à chaque fois, on a des intrigues plus familiales, intra-épisode, plus en général une intrigue C, on va dire mode, qui est plus portée par le personnage de Robinson ou des personnages un peu plus. Lui, il est attaché de presse pour le coup, donc il est resté dans ce truc, voilà, ce ton un peu snob bitchy machin. Et en fait, on est voilà, et puis là, il y a dans chacune de ces trois grandes lignes, il y a des sous-intrigues. Enfin, business, il y a le côté Ledu, le côté Revel, famille, il y a les groupements familiaux. Enfin, on a à peu près. Ouais, puis on a pas mal structuré calendairement, en fait, aussi Oui. bêtement. Enfin, on a suivi le calendrier de la De la mode et des Fashion Fashion Week. Ça commence par la Fashion Week de la couture de juillet. Et après, on déroule voilà, le prêt-à-porter de septembre. Et après, comme on a voulu faire la part belle au côté famille, on a aussi structuré en fonction des événements. Voilà, il y a Noël en plein milieu, Nouvel An, machin. Enfin, on est resté sur quelque chose d'assez linéaire là-dessus.
Et on a à chaque fois on s'était dit dès le début qu'on voulait que les épisodes soient assez en temps réel et aillent assez vite, hein, avec un truc un peu communication de crise ou hystérie de la mode aussi, enfin les deux quoi. Et donc à chaque fois, on est à peu près sur notre ligne, c'était 3-4 jours par épisode max, avec un truc très tendu quoi. On n'est pas on est rarement dans des épisodes avec beaucoup d'ellipses au milieu, où on avait un peu cette ligne-là directrice. C'est vrai que la question de la structure du temps était quand même assez importante pour nous, parce qu'on voulait donner cette idée que le temps, c'est une valeur capitale dans le luxe, en fait, que tout doit aller tellement vite et doit se renouveler tellement vite. Et en même temps, on est sur du temps long. Enfin, c'est aussi ce dont on parlait pour le teaser. Enfin, c'est autant de temps pour un petit bout de dentelle, machin. On l'amène de là à là, machin, nanana. Et puis, d'un seul coup, tout est jeté et tout est détruit très, très rapidement. L'opposition entre deux valeurs temps qui sont vraiment contraires. Et on a essayé d'injecter ça aussi dans la structure narrative de chaque épisode. Et par exemple, pour le pilote, vous vous êtes posé la question des actes et des relances par acte, ou même pas du tout, vous suivez vos lignes des personnages? Si, on fait toujours, nous on travaille sur 4 actes, et après on avait un peu un système où on sait qu'on a 6 scènes par acte à chaque fois, en gros, parce que après ça déborde en temps aussi. Donc on a des cliffs d'actes, on est toujours un peu sur la même, enfin, de toute façon, ouais, sur la structure 4 actes sur tous nos épisodes. 4 actes et 6 scènes par acte. Ouais, en après moyenne, le quoi. pilote il explose un peu parce qu'il était à l'écrit, il était déjà long. On a fait le choix de tourner toutes les séquences et de voir après, et au montage on a sacrifié 3 séquences, Oui, pas tant que ça. pas tant Mais, que ça. Et après sur les autres c'est à peu près la même chose. Alors après, quand on dit 6 séquences, c'est, on va dire, les 6 grosses séquences. Et après, voilà, d'autres petits mouvements internes, des trucs de déplacement, etc. Sachant que ça va forcément dépasser, donc il faut mieux rester que à 6. ça. Ça dépasse forcément. Et après, le cliff de fin, c'était en fonction de ou business ou family ou. Oui, l'un on en des avait deux, un peu ces trois lignes-là, et on pouvait cliffer alternativement sur l'une ou l'autre, pour que justement on renouvelle nos cliffs et que ce soit pas que des cliffs business tout le temps, ou l'inverse. Donc parfois on a un peu des triples cliffs même sur les 3 lignes, quoi. Mais Ce qu'Apple n'aimait pas trop oui, d'ailleurs. ils n'aimaient pas vraiment le côté Plusieurs double ou fins. triple cliff, mais on a quand même essayé de filouter, de les garder, mais autrement. Voilà. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, on est dans les codes du soap, mais un soap moderne, un soap d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez raisonné comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes dit? Et dans ce cas, comment vous avez pu twister le soap en 2024, quoi? Je sais pas vraiment si on peut twister le soap, qui lui-même est un twist de la tragédie grecque. Enfin, en tout cas, c'était une référence qu'on avait et qu'on assumait, et, euh, et qu'on voulait vraiment valoriser. Enfin, c'était pas du tout quelque chose de honteux. Après, La Reine, il fait pour beaucoup aussi. Euh, mais ouais, je sais pas si on a voulu twister quoi que ce soit, mais en tout cas, on a assumé ce. J'ai l'impression que vous mélangez deux genres, c'est-à-dire le soap et la politique, ou le thriller politique, un mélange des deux, ou business, on va dire. Donc Oui, on a peut-être, ouais, on a un peu mélangé des genres, quoi. Et puis on a un côté très réaliste. On s'est beaucoup documenté. On s'est inspiré beaucoup enfin, pas de faits divers, parce que c'est pas mais bon, par exemple, la chute de Vincent, on s'est inspiré de Galliano, qui a fait une tirade antisémite dans un café filmé, plus les Dolce & Gabbana qui ont fait une pub raciste sur les Chinois. Enfin bon, bref, beaucoup de DA qui ont fait des gros dérapages. Mais donc on s'est quand même pas mal. Donc il y a un côté assez réaliste qui va avec des mouvements en effet très souples, très émotionnels. Donc les deux nous ont, je pense, voilà, donné un renouveau enfin un renouveau, je sais pas, en tout cas un soap, un soap thriller, je sais pas quoi, Ouais, pas mais thriller, mais c'est vrai qu'on un voulait soap business. mélanger les deux, enfin avoir à la fois des moments de mode et où on voit des jolies choses, où l'image nous régale, quoi, et à la fois des moments plus comme de crise, où on va être sur du heure par heure, beaucoup d'enjeux et de tensions médiatiques, financiers, et comme nous, Succession, de toute façon, c'est une référence pour nous très assumée aussi.
on voulait quelque chose d'un peu plus chaud et de plus incarné, de plus français, quoi. On va parler de planning, organisation, répartition de l'écriture, room. Il y a quand même pas mal de jeunes auteurs et souvent la question qui revient c'est mais comment on travaille dans une room d'écriture, comment on est recruté, etc. Donc comment vous avez fait votre room d'écriture, comment vous avez recruté vos auteurs? Je sais pas si ça va vraiment les si ça va pas les déprimer, mais bah, je sais pas s'il y a une bonne réponse à la question de la room. Surtout que c'est pas c'est quelque chose qui est très personnel et qui est pas institutionnalisé comme dans les pays anglo-saxons. Nous, on a essayé, on avait une room au début avec 4 auteurs. Et en fait, pour nous, ce qui est le plus compliqué, c'est le temps disponible, enfin, le temps demandé aux auteurs, demander à un auteur d'être disponible sur un temps long, en fait, qui évidemment, ce temps ne va pas être rémunéré à sa juste valeur. Et nous, c'est ça qui nous posait problème. Après les V1 du premier blog, donc des 5 premiers épisodes, on a dû beaucoup réécrire et Et quand vous dites le temps, c'est que idéalement vous vouliez bloquer un auteur pendant genre 6 mois de suite à temps Mais complet. ça, justement, là, ils étaient contractualisés en vrai, sur 3 semaines pour un épisode, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, c'est compliqué quand il y a des gros changements de faire revenir quelqu'un. Voilà. Mais après, sur comment les gens sont venus, là, on avait pris plutôt des gens qu'on connaissait pour la première room, une coordinatrice d'écriture, parce qu'on a hérité enfin, comme c'est top, la boîte a fait le bureau des légendes avant, ils ont leur système hyper de pyramide avec les auteurs juniors, etc. Enfin, on n'a pas fait ça, nous, parce que c'est pas notre fonctionnement et que nos rooms à 10, 12, ça peut être quand même beaucoup. Mais c'est vrai que comme on a dû trouver le ton en même temps qu'on écrivait et donc refaire des versions un peu à zéro des premiers épisodes, c'était compliqué à la fois de réécrire en même temps, de déléguer à des gens tout en réécrivant. Enfin, donc c'était pas évident d'avoir une room hyper enfin un truc carré avec des gens qui pouvaient rester 6 mois mobilisés sur le projet, quoi. Donc en première saison en tout cas. Oui, première saison, ouais, parce ça que a pour la été saison compliqué. 2, du coup, comment vous fonctionnez alors? Bah, on a refait une room, mais on a refait la même chose, on réécrit beaucoup le début. En fait, Est-ce qu'un système de room peut euh, coexister avec des plannings impossibles? C'est vraiment la ça, sur question le qu'on se problème du pose. temps, ouais. Parce qu'à la fois, on nous demande toujours d'aller plus vite, toujours plus vite, euh, et former des auteurs à une série, pas dans l'absolu, hein, mais à l'identité d'une série, ça prend du temps. Il ou elle prennent les automatismes, qu'ils arrivent à connaître par cœur tous les personnages, à déterminer si cette intrigue c'est pour la maison ou pas. Tout ça, ça prend du temps en fait. Et nous, c'est pas qu'on est contre ça, je veux dire, au contraire même, mais on a besoin de temps et d'ailleurs, notre ancienne coordinatrice est maintenant autrice sur la série. Mais voilà, on la connaît depuis 3 ans. Oui, Enfin, 3 ans. donc c'est vraiment un investissement long. Vous Et l'aviez recrutée en tant que coordinatrice, vous ouais, la connaissiez déjà quand elle était On l'avait coordinatrice? fait. En fait, on fait quand même un peu enfin, on tente un peu le système top dans le sens où enfin, sur le bureau des légendes, Rochon faisait écrire d'abord des scènes, donc juste avec un point d'entrée, un point de sortie pour tester les auteurs et si les scènes étaient bien, donner des storylines, etc. jusqu'à faire un épisode au final. Donc avec notre coordinatrice, on a fait ça, on lui a donné des scènes sur la saison 1. Enfin voilà, qu'on a gardé ou pas, mais pour un peu qu'elle se fasse la main. Et puis elle en a fait des très bien. On en a gardé quelques-unes. Et puis là, on lui a donné un peu plus. Et puis voilà, ça marche bien. Mais il faut des gens qui suivent un peu au jour le jour ce qui se passe. C'est vrai que c'est compliqué quand on a. Parce que nous, on travaille pas avec des. Enfin, c'est peut-être une des questions. Je vais peut-être griller le truc. Je sais qu'on en a parlé. Mais on travaille donc avec des anglo-saxons, en l'occurrence, qui passent pas par des séquenciers, des synopsis, des séquenciers, etc. Donc on fait des versions quasiment une spec comme ça, avec juste nous des beatboards entre nous, mais on n'a pas de. Donc même pour un auteur, c'est compliqué de partir, d'écrire un truc
avec une structure qui est faite en room comme ça, mais qu'il faut dialoguer directement en 2 semaines, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que c'est pas évident de confier ça à des gens qui sont pas encore complètement dans l'ADN du projet. Donc voilà, je pense que c'est en effet un truc de timing et que pour faire une room où, enfin, je sais pas, de notre point de vue en tout cas, qui soit vraiment efficiente, il faut que les auteurs aient le temps de se mettre dedans et de s'imprégner du projet, quoi. Et qui soit là tout le temps. Enfin, Oui, c'est si ça aussi. l'objectif, c'est, si on nous demande d'écrire une saison de 10 épisodes, arche comprise, enfin, concept, arche et dialogué, en moins d'un an, bah, il faut que les auteurs soient là un an, en fait. Et les seuls auteurs qui sont là un an, c'est nous. Donc, et quand on nous demande Ceux qui d'écrire, n'ont pas de vie. de réécrire un épisode en un week-end, en fait, tu peux pas le demander à. Enfin, je veux dire, s'il faut l'épisode pour le lundi, bah du coup, tu le fais. Il y a des choses qu'on peut pas déléguer. Du coup, on va passer au casting après l'écriture. On espère que vous n'êtes pas déprimés. Là, il va y avoir le tournage, etc. Et surtout, il y a l'arrivée du réalisateur. Et de temps en temps, ça peut ne pas être évident, ou au contraire, ça peut être idyllique. Du coup, comment s'est passée votre collaboration avec le réalisateur ou les réalisateurs, s'il y en avait plusieurs? Ouais, il y en avait deux. Bah, nous, ce qui a aidé, c'est que notre rôle, il était défini dès le départ. Alex avait très envie, toujours dans cette optique de reproduire le système Bureau des légendes, de faire de nous des showrunners. Donc, il a vraiment œuvré pour ça. Et du coup, ce qui a été un game changer, c'est qu'il l'a communiqué en tant que tel à toutes les équipes qui sont arrivées au fur et à mesure sur la série. Donc il y a assez peu de mystère sur qui allait qui allait trancher à la fin. Donc ça nous a quand même pas mal aidé. Après, je dis pas que c'était 100 heures tout le temps, mais bon, c'était une donnée en fait. Ça veut dire que si vous n'étiez pas d'accord sur le sens d'une scène, c'est vous qui aviez le mot final, en fait, dans un an, et vous arriviez à le faire comprendre poliment au réalisateur sans que ça pose problème. Je suis pas sûre que ça pose problème, mais oui, dans l'idée. Enfin, en fait, c'est juste que de toute façon, on n'avait pas envie. Enfin, l'idée, c'est pas d'être dans le rapport de force nécessairement. Et les deux réalisateurs enfin, déjà, on a choisi de bosser avec eux parce que c'est aussi des gens avec qui on avait plaisir à discuter. Oui, on les a recrutés nous quand même. Donc c'était pas des gens qu'on nous a imposés ou l'inverse. Donc, mais c'est vrai que comme le tournage était long et c'est très cross-bordé. Il y a des moments où même les réalisateurs ils ont fait chacun 5 épisodes, savaient plus trop. Ils tournaient une scène d'un épisode qui n'était pas leur, donc ils savaient pas forcément par cœur quelle scène il y avait avant et après. Donc c'était aussi un plus de nous avoir sur le sens quand même pour expliquer parfois aux comédiens qui devaient jouer une scène de l'épisode 1 et une scène de l'épisode 10, puis l'épisode 5 dans la même journée. Enfin, c'était aussi un plus. Donc je pense il y avait des moments où on s'est peut-être, on n'était pas d'accord sur les choses, mais c'était pas. Il n'y a pas vu vraiment de. Globalement, ils étaient quand même plutôt contents de nous avoir. Hein, et puis, c'était pas un choix, encore une fois, qu'on leur a laissé. De toute façon, ils savaient qu'on allait être là tous les jours sur le tournage et tous les jours en post-prod. Donc, ils savaient un peu dans quoi ils s'embarquaient. Mais ça n'a vraiment pas été désagréable. On a quand même trouvé une manière de. Puis nous, on n'est pas non plus. On n'est pas des despotes non plus. Donc, on a quand même voulu que ce soit cool. C'est long, donc autant que ce soit quand même agréable. Donc on a trouvé une manière de fonctionner à 4. Et après, voilà, on les a aussi laissés nous convaincre de certaines choses. L'idée, c'était pas de leur dire nous, on sait tout faire et on va décider de tout. Je pense que notre force, c'est d'aller reconnaître chez les talents de chacun et de s'en servir pour qu'il y ait un plus grand objectif qui est celui de la série. Donc, eux, ce qu'ils pouvaient nous apporter dans leur savoir-faire de mise en scène, c'était quand même hyper précieux, qu'ils nous fassent des propositions sur des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Est-ce que vous pourriez donner un exemple dans le pilote que le réalisateur il a eu une idée sympa, visuelle, qui vous a beaucoup plu et que vous avez intégré?
Non, pas tout de suite. Ils ont dû faire leurs preuves. C'est un peu comme Apple. Il faut le mériter. Et par contre, ce que vous disiez aussi, c'est que vous avez eu un réalisateur qui est anglo-saxon et un français. Et du coup, c'est pas forcément la même manière d'appréhender le travail, etc. Donc peut-être que vous pouvez expliquer que c'est quoi la différence entre les deux. Il y a donc 2 réalisateurs qui ont le pilote. Il y a des scènes qui sont réalisées par les 2. Il y a Fabrice Gobert qui donc lui est plutôt aussi un auteur, donc qui a fait Les Revenants, Mytho, etc. Et qui a un côté et des films aussi, donc il a un truc très auteur et très il fait ses propres projets. En général, il les écrit, il suit toute l'écriture et il réalise tout. Et Daniel Groux, lui, est québécois et a l'habitude d'un système vraiment, pour le coup, très anglo-saxon, avec un showrunner, et il a fait des grosses séries américaines, genre Viking, des trucs comme ça. Donc il a l'habitude d'arriver sur des projets qui ne sont pas les siens. Il réalise aussi ses films, etc. Mais lui, quand il vient sur un projet qui n'est pas créé par lui, il est tout à fait dans cette logique de c'est une commande, je la fais bien, mais je mets les chaussons d'un autre, quoi. Donc c'était pas c'est vrai que pour Fabrice c'était plus compliqué, je pense, parce c'est un vrai créateur de série, c'était nouveau et c'était pas forcément ce qu'il aime faire lui à la base. Mais après, ça l'a amusé aussi il y a aussi un truc tellement compliqué, on le sait tous, de faire des développements fleuves et d'arriver enfin pour des réals même à tourner, que le côté je viens et je peux tourner et ça va vite et j'ai pas fait tout ce qu'il y a de relou à faire avant. Faire, en fait, c'est même aussi sur, un kiff de voilà, je pense aussi qu'il y a des avantages. L'univers est quand même très kiffant. Enfin, je pense qu'un réal, il peut carrément s'éclater c'est ça, là-dessus. il y avait un budget et aussi un casting, etc., qui fait qu'ils sont aussi amusés, quoi. Donc c'était, je pense Oui, puis on prenait quand même en charge une grosse partie des merdes de la journée. Oui, C'est ça aussi le taf de showrunner, c'est que non, mais c'est des vraiment, comédiens ça qui va ne sont de pas là ou qui ne veulent pas faire les choses ou les trains qui n'arrivent pas à l'heure. toutes les questions auxquelles normalement un réal doit faire face tout au long de sa journée, ou quand on vient lui demander, enfin lui dire cette scène-là, on n'aura pas le temps, ou alors il faut la faire en 2 heures et pas 4. Là, on n'aura pas assez de figurants, on n'a pas réussi à bloquer la rue ici, il faut qu'on fasse autrement. Enfin, tout ça, en fait, c'est vers nous c'est nous qui réglions ça. Donc eux, finalement, c'était plutôt confortable d'arriver et de se concentrer vraiment sur la mise en scène et sur leur séquence. Donc je pense qu'il y a une partie agréable aussi. Alors, on va parler un petit peu de vos relations avec Apple. Apparemment idyllique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui les a convaincus, à quel document les a convaincus de faire cette série? Est-ce que c'était plutôt la Bible, le pilote? Et sinon, qu'est-ce que vous leur faisiez lire en général? Alors, je crois il y avait une Bible, on avait fait un synopsis du pilote, je crois, dans la Bible. Et après, on avait fait un mood board assez détaillé aussi pour l'ambiance et tout, parce que comme il y a un vrai truc d'univers. Et à partir de là, je crois qu'ils nous avaient commandé. On bossait, nous, avec l'équipe de Londres. À l'époque, il n'y avait pas de staff en France, donc on travaillait avec 2 interlocuteurs qui étaient à Londres et qui gèrent Apple Europe. Donc c'était en anglais, donc c'est vrai que c'est toujours plus compliqué de parler de textes écrits en français, en anglais, de comprendre leur système, parce que c'est des zooms très courts. Enfin, c'est pas des zooms d'ailleurs, c'est le truc Apple, je sais plus le nom. Et c'est 20 minutes parfois avec quelqu'un qui sort des choses un peu avec un débit mitraillette et violente, donc idyllique, je sais pas, mais il y a un truc. Ce qui est assez agréable, ce qui était assez agréable avec eux, c'est qu'ils n'ont pas ce truc que peuvent avoir certains diffuseurs français de faire comme s'ils étaient scénaristes eux-mêmes et de proposer les solutions qui ne sont pas les bonnes nécessairement. Eux, ils sont dans un truc, ils nous disaient on n'aime pas ça, trouvez la solution. Mais ils ne l'avaient pas nécessairement, mais voilà, par exemple les flashbacks, ils le font à l'anglo-saxonne. Est-ce que les flashbacks c'est une bonne idée? 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est des questions, puis à la fin on comprend que c'est une injonction, donc c'est pas le même. Voilà, mais on avait la liberté de fixer un truc qui leur convenait pas. Donc c'est vrai que c'est un peu violent parfois de se faire jeter un épisode entier et genre faites-nous une nouvelle version. Mais il y a un truc où du coup on se sent quand même assez libre de proposer des choses. Donc on va pas dire idyllique, mais c'était une façon de. C'était challenging quand même. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc un peu de défi où c'était un peu la pression quand même. Mais voilà, et on a vendu on est parti sur ça. On a eu des arches.
Après Et la un Bible, ils pilote nous ont commandé rédigé? Archer-Pilote. Ouais. Parce que c'était il y a maintenant un petit Archer-Pilote moment. et ça, après, ça a été dans les arcanes d'Apple. Je crois que ça a dû être validé aux États-Unis ou un truc comme ça. Ouais. Et, et ouais, puis après, le reste des épisodes du bloc 1 jusqu'à l'épisode 5, et après le reste. Le Une fois bureau qu'on avait fini France, ouais, l'écriture était mais finie, ouais. plus sur tout ce qui était prépa et choix du casting, du reste, des équipes et tout. Voilà. Mais c'est vrai que comme c'est comme toutes les plateformes qui arrivent, quand elles sont pas staffées en France, on sait pas trop à qui on parle. Enfin, il y a un truc un peu compliqué d'interlocuteur. Puis eux, c'est très en silo avec des gens sur chaque spécificité. Enfin, ils ont une équipe musique, une équipe marketing, une équipe. Donc on parle à chaque fois à des gens différents. Donc c'est vrai que on n'est pas habitué à ça, quoi, à ce côté hyper éclaté, et des gens qui se parlent pas forcément toujours entre eux. Donc voilà, on sait pas trop toujours. On a l'impression de parler parfois à quelque chose de À une dématérialisé, IA, qui est ouais. une sorte d'IA supérieure qui gère le. Voilà. C'est Steve Jobs Donc, en oui, en c'est personne. ça. Super, merci beaucoup. En gros, le bilan de l'expérience pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté à la maison? Quelles erreurs vous n'allez plus jamais refaire, ou peut-être que vous allez refaire et que vous allez être dégoûté? Qu'est-ce que vous avez adoré et que vous voulez implémenter? Pardon, j'apprends le français. Dans vos prochaines séries. Et est-ce que maintenant vous avez quand même du discount sur des trucs de luxe quand même? Sur du Ledu. Exactement. Le bilan était quand même largement positif. Oui. Déjà parce que l'arlésienne du showrunning, c'est quand même quelque chose qu'on ne sait pas encore vraiment bien définir en France, et on n'est pas formé pour ça. Il faut dire ce qui est. Nous, on l'a vraiment appris et je dis pas qu'on a tout appris, hein, il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Mais ça, c'était quand même assez dément comme expérience, d'avoir le projet clé en main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la saison, qu'elle soit bien ou pas, c'est même pas la question, c'est qu'elle ressemble exactement à ce qu'on avait en tête et à ce qu'on voulait faire, dans les moindres détails. C'est important de préciser que vous étiez showrunner, mais pas coproducteur. Donc, à partir du moment où le producteur a décidé que vous étiez showrunner, vous avez quand même donné le lead et vous n'aviez pas besoin d'être en coproduction pour Non. ça. Non, on avait la production artistique, mais comme c'est pas notre projet à la base, il était déjà. Enfin voilà, on n'est pas arrivé. Mais par contre, je pense qu'une des leçons, c'est qu'on va monter notre structure. Enfin, on l'avait déjà fait pour un autre projet. Mais c'est vrai que c'est difficile une fois qu'on a fait ça, de se dire qu'on va être. Enfin, en tout cas sur nos projets, après écrire pour d'autres en épisode ou quoi, mais sur nos projets, ça va être, je pense, assez difficile de ne pas le faire derrière, parce que c'est assez jouissif. Enfin, et c'est même assez bizarre, de toute façon, sans aller jusqu'au showrunning, mais qui n'est pas un truc un peu plus, une circulation plus fluide entre l'écrit et la réalisation derrière, parce que parfois il y a des trucs de compréhension. Et même le montage. Voilà, nous on se rend compte qu'on a fait des lectures techniques avec toutes les équipes, du coup, costumes, décors, techniciens, enfin tout le monde. Et on se rend compte que la même phrase peut être lue de façon extrêmement différente selon voilà, les perceptions de chacun. Et qu'en fait, quand tu as un auteur qui explique pourquoi c'est important cette didascalie et ce dialogue et le sens que ça a, c'est juste, ça fait gagner du temps. Enfin, c'est pas qu'on est forcément des gros relous qui sommes attachés à la moindre ligne qu'on a écrite, c'est qu'il y a du sens derrière et que c'est un gain de temps, quoi, en fait, beaucoup, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un truc à peut-être un peu moins cloisonné. Enfin, je pense que Puis la cohérence quand même je pense que la réussite d'une série, elle tient beaucoup à sa cohérence artistique, et on a quand même, on vit quand même dans un monde où on se dit tiens, la cohérence de la série, on va pas du tout la donner à ses créateurs, et tout le monde dit oh, bah oui, ok, alors que bon, pas du tout en fait. Et ce truc-là est ancré dans certaines mentalités, donc voilà, il faut que je pense qu'on trouve notre manière à nous en France de faire exister ça, de former les auteurs. D'ailleurs, tous n'ont pas forcément envie d'aller jusque-là aussi. C'est important de respecter ça. Mais ouais, pour nous, c'était assez excitant, même si on a perdu 8 ans de vie, d'espérance de vie avec. Voilà, et on y retourne, quoi. Mais ouais.
positive, donc quand même, je précise. Est-ce que vous avez des questions? C'était avant le Covid ou c'était pendant le Covid? Enfin, c'était 2019, le début? C'était il y a longtemps. Le tout début, quand nous, on a commencé à travailler sur le projet, c'était 2019. Mais le développement avec Apple, c'était 2000, ouais, c'était ou pendant un des confinements. Donc ouais, ça doit être 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ça a mis du temps. Mais on n'était pas au début, c'était pas full time dessus. Enfin, c'est comme toujours, on attend très longtemps des réponses et puis après, il faut que ça aille vite. Enfin, voilà, ce genre de choses. À partir du moment où il y a eu le green light, il s'est passé 5 minutes, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. et c'est comme ça qu'ils fonctionnent globalement, les anglo-saxons. C'est de ne pas te donner de réponse pendant 9 mois et un jour t'appeler pour te dire vous êtes prêt demain, bien sûr. En fait, c'est nous qui l'avons fait parce que il y avait à ce moment-là, il n'y avait pas de réal Non, d'ailleurs. on l'a fait en concertation avec la prod, Avec, bien avec sûr, Apple et et la avec prod, Apple, mais en tout cas, les inputs, les envies, les rendez-vous avec la directrice de casting, et puis avec les comédiens, c'est nous qui les avons faits. c'était compliqué parce qu'ils voulaient des gens connus pour eux et ils connaissent pas les Français. Donc ils nous rejetaient tout le monde en disant on le connaît pas. Donc voilà, Lambert Wilson, ils l'ont vu dans Matrix. Enfin, ils connaissent les gens pour des choses bizarres. Donc voilà, c'était pas évident d'avoir les mêmes réflexes de gens connus et bankable pour eux et pour nous. Donc ça a mis un peu de temps, mais voilà. C'était plutôt l'inverse. On avait plutôt cette journée coûte beaucoup trop cher, essayer de faire cette scène avec 10 fois moins de figurants et machin pour rentrer dans le budget. Enfin, après, on pouvait doser. On travaillait assez étroitement avec le directeur de production, donc on savait voilà, ce qui coûtait trop cher, sur quoi on avait un peu de production value, et donc essayer de mettre plus sur un défilé ou baisser. Voilà, mais on ne pouvait pas choisir, nous, le budget. Mais oui, Ouais, ça, ouais, ouais. Mais il fallait le mériter, en effet, sur faire des concessions à certains endroits pour garder une scène à laquelle on tenait vraiment, voilà, avec. simplifier 3 scènes pour passer de 4 heures de tournage à 2 nous permettait de sauver autre chose. Par contre, il a fallu aussi qu'on coupe des choses pendant le tournage, donc il a fallu adapter pour que le récit quand même tienne la route. Et c'est là où tu te rends compte, Dieu, mais en fait, quand les auteurs ne sont pas là, c'est là où on capte qu'il y a un truc qui manque dans l'histoire, quoi. C'est Oui, que ça quand a on coupe été à c'est la fait à la serpe truelle. sans logique narrative, c'est vrai. Mais ouais, mais après, c'est pas la partie favorite, mais en tout cas, c'est quand même intéressant de réfléchir une séquence en fonction de ce qu'elle va coûter, de la faisabilité et comment est-ce qu'on peut réduire pour que ça rentre, quoi. C'était assez présent dans les Ouais, textes, c'était hein. très précis dans les textes, mais on a réécrit beaucoup après pendant qu'on faisait les repérages, enfin, voilà, en fonction des endroits qu'on trouvait, mais on avait déjà des choses assez décrites dans les didascaliers, justement sur les lieux. Et puis il fallait enfin notamment dans le pilote, pour que ce soit crédible le luxe, il fallait qu'on aille dans un hôtel de luxe, qu'on ait, enfin voilà, qu'on ait des choses. Donc
c'est assez fidèle à ce qu'on a écrit. On a beaucoup détaillé pour que justement on puisse pas nous sucrer des choses après, en essayant de les valider par les scripts. L'ambition de départ était partagée par la prod et par Apple. Voilà, si déjà on fait une série sur le luxe, il faut pas faire les rats, quoi. Et là-dessus, ils ont tenu leurs promesses. Donc on a pu assez tôt écrire des choses qui narrativement avaient du sens dans ce milieu-là. Et voilà, après, on a adapté, comme disait Valentine, avec les repérages. Mais ouais, c'était quand même une idée théorique avant. Bah, il y a la différence entre comment sont habillés les comédiens, et là ils ont des habits de marque qu'on peut identifier, et les collections, il y avait un vrai enjeu, et ça a été un énorme travail. En fait, on avait un peu comme un atelier de couture. Nous, on a tourné pas mal de choses en studio à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Il y avait un plateau géant qui ressemblait à une maison de couture avec la costumière et toutes nos équipes qui faisaient les collections. Et ça, on a bossé avec un DA qui est vraiment dans le monde du luxe et qui nous a dessiné les collections. Comme une vraie collection de couture, quoi, à chaque fois. Et nous, on avait fait des moodboards avant pour donner un peu les impulsions. Et derrière, c'était assez génial parce qu'il y avait vraiment des brodeuses, des plumassières, c'était assez impressionnant de voir la fourmilière que c'était. Et donc ça, c'est des vraies créations qui sont pas copiées de collections existantes. Mais Quoi. ça, c'est le Voilà. taf qui était quand même marrant à faire. Oui. C'est, en tant que scénariste, de créer une identité visuelle pour 3 maisons de couture différentes. Et donc, du coup, voilà, nous, on avait fait une bible graphique de 120 pages avec énormément de choses dedans, des photos, des vidéos, des liens, etc. Et du coup, d'aller au fond de cette réflexion, on a pensé les logos, et du coup, on était en direct avec les graphistes, avec les costumes, avec Clara qui faisait les sacs, avec le créateur de la bouteille de parfum. Et du coup, de donner l'input, de dire plus comme ci, plus comme ça, c'est pas quelque chose qu'on était formé à faire, mais toujours en se replaçant dans le prisme la maison, la série. euh, qu'est-ce que visuellement on imagine, et du coup, après, on fait quoi. C'est vrai que c'était rigolo. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.